Alors, donc bonjour, je vais effectivement vous parler de pollution intérieure, mais avant de me lancer dans la présentation, oh là là, j'ai un petit souci avec le chien là, j'espère que vous n'avez pas trop de bruit de fond. Je vais vous demander à poser une petite question. Attendez, excusez-moi parce que là ça va pas aller du tout. C'est toujours au mauvais moment que le chien se met à aboyer, évidemment. Donc voilà, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si là, elle apparaît à votre écran. Pas encore, hein. Ah oui, C'est parfait. bon? Voilà. Donc la question, c'est pensez-vous que la pollution intérieure résulte de problèmes du bâtiment, de problèmes d'entretien de son logement, d'un problème de comportement dans son logement, ou bien n'a aucun lien avec les propositions précédentes, ou c'est un mélange des trois premières propositions. Voilà, je vous laisse le temps de remplir. Voilà, 80% des réponses sont arrivées, je vois. Encore peut-être quelques instants, mais je vois que pour la majorité, c'est la dernière réponse qui l'emporte. Voilà, je pense que je vais pouvoir arrêter le sondage ici, hein. La réponse a l'air assez claire pour la majorité. On va de toute façon y répondre au fur et à mesure pendant l'exposé, hein. La réponse va se faire de façon assez transparente. Voilà, je vais stopper le sondage et on va attaquer directement la présentation. Donc, d'abord, peut-être quelques notions pour savoir pourquoi s'intéresser à la qualité de l'air intérieur. On parle énormément de pollution de l'air actuellement, mais pourquoi l'air intérieur? D'abord, parce qu'on passe énormément de temps dans des milieux clos, que ce soit chez soi, sur son lieu de travail ou lors d'activités qui se passent en intérieur. La pollution intérieure est générée par des bâtiments, par l'activité humaine et des agents de contamination extérieure. Ça peut être une pollution qui a été générée, on va dire, de façon plus accidentelle ou, par exemple, la démolition d'un bâtiment qui se trouve à côté de chez vous et ce bâtiment est contaminé par des moisissures, eh bien, ça pourrait momentanément contaminer votre logement également. Alors, il y a énormément de nouvelles substances sur le marché et chaque année, on en rajoute. Ce sont des nouvelles molécules qui sont mises au point et qui ont des effets particuliers. Évidemment, on ne peut pas tout doser et vous allez voir qu'on va s'intéresser plutôt à ce qu'on retrouve de manière assez classique dans l'habitat bruxellois, l'habitat même européen. Alors, les enfants passent évidemment beaucoup de temps dans des milieux clos les premières années de leur vie, donc ils seront vraiment un public cible et on en reparlera par la suite. Et puis, la qualité du bâtiment est importante également et les bâtiments actuels ne sont pas toujours construits avec des matériaux de qualité, des matériaux sains et exempts de contamination, en tout cas de pollution de l'air intérieur, souvent pour des raisons économiques malheureusement. Donc ça, c'est l'aspect qualité de l'air. Maintenant, il y a l'aspect santé. Pour pouvoir relier les deux, il y a quelques notions à avoir en tête aussi. C'est que beaucoup de maladies dans le monde, un quart, un tiers des maladies, sont dues à des facteurs environnementaux sur lesquels l'homme a un impact. 23% des décès sont liés à une cause environnementale. Donc, ce sont des sources de l'OMS. C'est évidemment énorme. 30% des personnes nées après les années 80 ont un terrain allergique. Ces 30 dernières années, le nombre d'enfants asthmatiques a triplé en Europe. Et autre point d'importance qui, vous le verrez par la suite, contamine pas mal l'habitat, c'est la production d'humidité que l'on fait chez soi par ses activités journalières et également par le fait de pouvoir se laver
entretenir son logement, etc. Donc, on arrive à peu près à 12 000 litres d'air qui passent par nos poumons et cet air, s'il n'est pas de bonne qualité, eh bien évidemment, il va engendrer pas mal de soucis pour peu qu'on ait un terrain assez sensible et donc ça va se répercuter au niveau de certains symptômes que l'on pourrait ressentir. Ces pollutions, évidemment, sont très diverses et ont beaucoup de sources différentes dans un logement. Elles peuvent évidemment aussi se combiner l'une avec l'autre pour donner des effets encore plus importants et plus nocifs au niveau santé. Ces sources de pollution, ce sont les matériaux de construction, les appareils de combustion, hein. Par exemple, on va prendre un chauffe-eau qui est mal réglé, ben, ça peut avoir de gros risques d'émanation de monoxyde de carbone. Les équipements qu'on va mettre également dans le bâtiment, ça peut être une climatisation qui est mal réglée. Maintenant, on a pas mal de bâtiments passifs, basse énergie, sur lesquels on n'arrive pas à gérer. En tout cas, on a tout un système de maintenance qui doit être bien entretenu parce que sinon, on n'est pas maître de son aération et donc ça peut avoir un impact sur la qualité de l'air. L'ameublement que l'on va y mettre, les produits d'entretien qu'on utilise chaque semaine, les produits de bricolage qu'on va pouvoir stocker dans une des pièces du logement, l'activité humaine que l'on mène dans son logement, comme la cuisine, par exemple, le fait de cuisiner, de ne pas mettre une hotte aspirante qui va évacuer l'humidité peut engendrer des problèmes dans le logement. Le mode de vie des occupants, le fait de fumer chez soi, de ne pas aérer correctement. Les biocontaminants, ça ce sont plus les poussières de maison. Pas mal de gens sont allergiques à la poussière de maison, mais aussi tous les allergènes qui sont compris dans cette poussière, comme les allergènes d'acariens, d'animaux domestiques comme le chat, le chien. L'air extérieur peut également être une source de contamination à l'intérieur via, par exemple, un grand axe de circulation et la pollution automobile qui rentrerait dans le logement. Toutes ces sources vont pouvoir agir sur l'être humain de deux façons différentes. Soit vous allez y être exposé à forte dose sur une très courte période, et là les effets seront immédiats au niveau santé. C'est par exemple une rhinite qui devient chronique parce qu'on a une source d'exposition quotidienne chez soi dont on ne s'est peut-être pas aperçu, mais qui a un effet en tout cas sur la santé. Ou alors on a l'effet inverse, on ne s'aperçoit de rien du tout, ce sont de très faibles doses et les problèmes de santé vont apparaître au bout de 5-10 ans, mais plutôt sous forme d'une pathologie beaucoup plus dangereuse, comme par exemple un cancer. Oups, j'ai dû faire une erreur, excusez-moi. Voilà, j'ai un peu du mal à avancer dans mes dires. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant plus spécifiquement de ce que l'on fait à Bruxelles via notre service d'analyse de pollution intérieure qui s'appelle la CRIPI. Donc, c'est la cellule régionale d'intervention en pollution intérieure. Ce service a pour objectif de pouvoir identifier et quantifier des sources de pollution qui peuvent avoir un lien avec le logement. Ça ne doit pas être avéré, bien sûr, mais on remarque que chaque fois qu'on est chez soi, on a certains symptômes, on a l'occasion de partir en vacances, partir en week-end, ou même ne fût-ce qu'aller se promener ou aller au bureau, et les symptômes disparaissent. Quand on réintègre le logement, ça revient. Et donc, ces problèmes de pollution, nous allons pouvoir les identifier par toute une série d'analyses de l'air essentiellement, mais également de la poussière, et proposer des conseils pour éliminer, moins réduire là où les sources de pollution qu'on a pu mettre en évidence par nos analyses. Toutes les données que l'on recueille via ces analyses constituent une base de données qui nous permet maintenant d'être exploitée parce qu'on a pas mal de données et de pouvoir donner des conseils de lutte contre la pollution intérieure, mais beaucoup plus généralisés au niveau de la population bruxelloise ici, puisque nous n'intervenons que sur Bruxelles. Et donc, on espère pouvoir à terme pouvoir donner plutôt des conseils préventifs que curatifs. Mais là, on n'y est pas encore. Notre service a débuté en septembre 2000 et on est à près de 3000 enquêtes. Alors, on ne travaille que sur demande médicale. Nous avons des services équivalents en province wallonne, donc chaque province a ce que l'on appelle son SAMI, ses services d'analyse des milieux intérieurs. En Flandre, l'équivalent se fait via les Medisch Milieukundige, qui sont, si vous voulez, des entités qui, donc là c'est répertorié par
par zone, c'est pas par province, mais par arrondissement. Et ils mettent en place des permanences téléphoniques pour pouvoir essayer de résoudre d'abord le problème par téléphone si ça peut se faire. Si ça ne se fait pas, ils vont aiguiller vers un laboratoire compétent, mais spécifique vraiment au problème qui a été suspecté lors de l'appel téléphonique. Tandis que les SAMI et CRIPI à Bruxelles ont fait toute une série d'analyses, puisqu'on est sur place, qui sont parfois un peu plus larges que le problème qui est suspecté à l'origine. Alors, je vous disais qu'on n'intervenait que sur demande médicale, donc il faut qu'il y ait des problèmes de santé avérés pour qu'on puisse venir faire une visite à domicile. On est d'abord, on prend rendez-vous avec le patient. Donc, on a 2 infirmières en santé communautaire dans notre équipe. On est une équipe de 3 en général sur place. Bon, maintenant, avec le Covid, les mesures sont beaucoup plus strictes et on réduit au minimum le nombre de visites pour le moment. Mais donc normalement, on se rend à 3 personnes sur place. L'infirmière remplit un questionnaire avec le patient, des questions sur les problèmes de santé, l'historique de ces problèmes de santé, voir aussi si plusieurs membres de la famille souffrent des mêmes symptômes ou de symptômes différents, parce que chacun a sa propre sensibilité et donc peut réagir face à une exposition d'un polluant de façon différente. Et pendant qu'elle remplit le questionnaire, les 2 autres personnes font des analyses ou des prélèvements dans les pièces principales de vie, c'est-à-dire le living, la cuisine, la salle de bain, les chambres, voilà, plus une pièce supplémentaire s'il y a vraiment un problème ailleurs. Donc, on va faire des prélèvements qu'on ramène en laboratoire. On travaille avec l'Institut de santé publique qui s'appelle maintenant Sciensano pour tout ce qui est analyse biologique, c'est-à-dire analyse de moisissures et d'acariens. Et on travaille, toutes les analyses chimiques sont faites chez nous, à Bruxelles Environnement, où on gère déjà la qualité de l'air extérieur et on a également des analyseurs pour l'air intérieur. Il faut compter un délai de 3 mois pour avoir tous les résultats d'analyse et à ce moment-là, le rapport est envoyé au médecin qui a fait la demande, mais l'infirmière sociale recontacte également le patient pour lui expliquer tout ce que l'on a trouvé, enfin, si on trouve du moins quelque chose chez le patient, ce que l'on a trouvé, expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, quels sont les risques de ce genre d'exposition et donner bien sûr des conseils de remédiation, comme je vous disais précédemment, pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Alors, on ne va pas donner des conseils au niveau du bâtiment même, parce que nous, on n'est pas experts en bâtiment et on n'est pas là, par exemple, pour dire si un problème de moisissure ou d'humidité résulte d'un problème du bâtiment ou plutôt d'un comportement de l'occupant, mais plutôt pour essayer d'améliorer la situation en fonction évidemment des possibilités financières aussi de l'occupant. Et au bout d'un an, on envoie un questionnaire d'évaluation aux médecins et aux patients pour voir si la santé s'est améliorée ou pas, s'il y a moyen encore de donner peut-être l'un ou l'autre conseil. Exceptionnellement, on peut retourner sur place, faire des analyses supplémentaires si on s'aperçoit que les gens ont tout mis en œuvre et que malgré ça, il persiste une exposition à l'un ou l'autre polluant, ou alors on aiguille carrément vers un autre laboratoire si ça sort de nos compétences. Quels sont les constats qu'on a pu faire depuis ces 20 années d'existence ici du service? Bien, les symptômes pour lesquels on est le plus souvent appelé, ce sont des problèmes d'allergie, des problèmes de toux et des infections des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire rhinite, sinusite, conjonctivite essentiellement. L'asthme est évidemment aussi un problème pour lequel on est souvent appelé. C'est souvent on va dire des voies respiratoires qui posent problème lors d'une exposition à des polluants intérieurs. En tout cas, c'est ce à quoi le médecin va penser en premier lieu. Quand un patient va chez lui avec des symptômes respiratoires, il va penser plus facilement à un problème de pollution intérieure que par exemple s'il va chez lui avec des nausées. Alors l'âge des patients pour lesquels on intervient, si vous voyez sur le graphique ici en vert des âges en région bruxelloise, donc c'est la répartition par catégorie d'âge du nombre d'habitants sur Bruxelles. En bleu, ça, ce sont le nombre d'interventions CRIPI qu'on a fait dans ces mêmes catégories d'âge. Et vous voyez qu'on suit plus ou moins la courbe pour les adultes à partir d'une quarantaine d'années. Par contre, on intervient chez les adolescents et les jeunes adultes, mais on a un énorme pic ici que vous voyez entre 0 et 4 ans. Donc, on intervient très, très souvent pour des jeunes enfants. C'est comme ça que je vous disais
au début de mon exposé que c'était vraiment un public cible très important. Si on agrandit cette catégorie, vous allez voir que ce sont essentiellement des bébés de 0 à 2 ans qui ont des soucis au niveau respiratoire également. Donc voilà, une catégorie bien préoccupante à laquelle il faut faire bien attention. Au niveau du type de logement, remarqué que dans 51% des cas, ce sont des locataires qui occupent le bien que nous visitons. Dans 32%, ce sont des propriétaires. Alors les maisons sont souvent occupées par les propriétaires dans nos visites et les appartements par des locataires. On a 18% de logements sociaux dans nos visites, ce qui représente à peu près le double du parc de logements sociaux sur Bruxelles. L'âge du bâtiment est évidemment important. On va penser sûrement que le nombre de visites est lié à la qualité du bâtiment. On peut remarquer que dans la majorité des cas de nos visites, on va dans des bâtiments datant de 1900 à 1950, donc on a 52%. Les tout vieux bâtiments, on arrive à 6% de visites avant 1900. Et les plus récents, c'est-à-dire depuis 1970, on pourrait même rescinder notre catégorie parce que ça commence à faire 50 ans, c'est peut-être un peu long. On a 18% de visites dans cette catégorie-là. Si vous comparez avec les habitations qui datent d'avant 1945, on a un total d'à peu près 50%. Eh bien, ça rejoint de loin le nombre de visites que l'on fait sur Bruxelles. Donc c'est vrai que l'âge du bâtiment a vraiment un impact sur la qualité de l'air intérieur dans ce type de bâtiment. Un autre point de préoccupation, c'est le taux d'occupation d'un logement. Alors, vous allez voir qu'on a à peu près 20% d'occupation dans des logements occupés par une, deux, trois, voire quatre personnes. 10% des logements sont occupés par 5 personnes. Donc, je parle bien toujours des statistiques creepy, hein, pas des statistiques bruxelloises. Et 7% de nos logements visités sont occupés par des familles de plus de 6 personnes. Dire que dans ces cas-là, inévitablement, la taille du logement n'est pas toujours adaptée. On va dire que dans la majorité des cas, elle n'est pas adaptée à la taille de la famille et donc on a des problèmes d'humidité. Pourquoi? Parce que le logement est surpeuplé, donc on produit énormément d'humidité, ne fût-ce qu'en respirant, et donc cette humidité va aller sur les murs, va se condenser et un beau jour, on voit apparaître des moisissures. On va y revenir au cours de l'exposé. Voilà, à titre informatique, la taille d'un ménage bruxellois, elle fait 2,15 personnes et un bruxellois, pardon, 2 bruxellois sur 5, pardon, excusez-moi, habitent seuls. Donc on voit qu'on va quand même moins souvent que les statistiques dans des logements habités par une seule personne. Au niveau des polluants, on a plusieurs catégories. On a ce qu'on appelle les polluants chimiques et les polluants biologiques qui vont être analysés au cours de nos visites. Si vous voyez la coupe d'une habitation, les polluants chimiques, c'est ce qui est produit par exemple par le tabagisme, par l'utilisation de pesticides. On peut également avoir une exposition au plomb via des vieilles canalisations d'eau ou via de la peinture au plomb. Le monoxyde de carbone peut être émis par des appareils mal réglés ou mal entretenus. Les composés organiques volatiles et le formaldéhyde, je vais arriver tout de suite sur ce que c'est, mais c'est tout ce qui est émis par le mobilier, l'ameublement et les revêtements de murs, de sol, etc. Au niveau des polluants biologiques, vous avez la grande catégorie des moisissures, les acariens et les allergènes de chat, de chien. Et puis, vous avez les polluants physiques avec les ondes électromagnétiques, les particules fines, également le radon dont je toucherai un mot, même si ça ne concerne pas vraiment Bruxelles. Au niveau des polluants chimiques, la première catégorie, ce sont les composés organiques volatiles. On va faire la somme en fait de tous ces composés pris indépendamment les uns les autres. On va revenir sur trois polluants composés organiques volatiles plus problématiques dans l'habitat. Mais déjà rien que si on fait la somme de tous ces composés chimiques qu'on va mesurer dans le logement, on va s'apercevoir en comparant avec un prélèvement extérieur que l'air plus pollué que l'air extérieur. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur d'ouvrir les fenêtres, même si on habite à Bruxelles.
Même si on parle énormément de pollution atmosphérique, il n'y a rien à faire. On concentre beaucoup de polluants chez soi de par ses habitudes de vie, de par le fait de nettoyer, d'avoir quelque chose de neuf qu'on rentre chez soi ou de bricoler. Et ça fait un cocktail, ça fait un effet cocktail parce qu'on a plein de petites substances qui s'additionnent les unes aux autres et qui font qu'on a un bruit de fond qui devient assez important et que parfois on peut avoir des synergies entre deux polluants qui réagissent et qui font, on va dire, exploser les effets de par leur réactivité entre eux. Alors, si on regarde plus en détail ce que sont ces composés organiques volatiles, on va prendre le premier cas, c'est le cas du benzène. Alors, le benzène, il est essentiellement émis par le tabac, mais également par les produits de bricolage, la peinture, les produits d'entretien, la combustion également de certains produits. Vous voyez sur la photo, par exemple, du bas, un poêle à pétrole, mais ça, c'est une énorme source de polluants en air intérieur. Alors, je vais dire que sur Bruxelles, nous, on n'en rencontre pas beaucoup. Je sais que mon collègue dans le Hainaut, il en voit beaucoup, beaucoup. Et donc, ça pollue énormément. Pourquoi? Parce que c'est un chauffage d'appoint qu'on va mettre quand on a froid. Donc, si on a froid, on ne va pas aérer le logement parce que sinon, on a une perte énergétique et donc, on va polluer de plus en plus son air intérieur par ce pétrole. Les effets du benzène, c'est le premier effet le plus important, c'est que c'est un cancérigène certain. Donc, à terme, il peut provoquer un cancer. Et à forte concentration, il provoque déjà des troubles neurologiques tels que somnolence, maux de tête, dépression. Attention aussi aux enfants, on va encore insister sur ce public cible très important, c'est que les enfants qui sont exposés au tabagisme passif, c'est-à-dire lorsque l'un de leurs parents fume à l'intérieur du logement, bien, ils sont plus aptes en tout cas à développer des problèmes, des troubles respiratoires. Alors, quels sont les conseils qu'on donne par rapport au benzène? C'est de fumer à l'extérieur du bâtiment ou en tout cas dans une pièce bien aérée et en l'absence des enfants. De vérifier l'état de chauffage des chauffages d'appoint, comme les poêles à pétrole, je viens d'en discuter, et de stocker les produits de bricolage à l'extérieur ou dans une pièce aérée. Il faut savoir qu'une fois qu'un flacon a été ouvert, s'il a un solvant qui est très volatile à l'intérieur, eh bien, vous avez beau refermer le flacon, il n'est plus hermétique. Et vous pouvez revenir 6 mois après, vous verrez que le volume de liquide à l'intérieur du flacon a diminué parce qu'il y a toute une partie qui s'est dissimulée dans l'air et donc sous forme de composés organiques volatiles qui va contaminer l'air de la pièce. Autre composé organique volatile, c'est le toluène. C'est un solvant essentiellement, enfin il se retrouve dans les peintures, les colles, les vernis, mais également dans les revêtements de sol et les vapeurs d'essence. Il a comme effet des problèmes au niveau respiratoire, au niveau du nez, des yeux et de la gorge, sous forme d'irritation. Il peut provoquer des maux de tête, des vertiges et des sensations d'ivresse. Donc attention quand on fait des travaux chez soi, bien aérer pendant travaux continuent vraiment à aérer de façon accrue les plusieurs jours après avoir fait des travaux, notamment si vous êtes en train de préparer une chambre d'enfant pour une naissance, on ne le fait pas 15 jours avant la venue de l'enfant, on prépare ça bien avant la naissance pour que justement tous les produits aient eu le temps de sécher, de s'évaporer et d'être évacué via l'aération de la pièce. Donc c'est vraiment très important et utiliser de préférence des produits avec l'écolabel européen qui garantit quand même de préserver certaines, enfin en tout cas à l'intérieur du produit, normalement ils doivent respecter certaines normes en ne dépassant pas des concentrations de certains polluants. Je vais prendre le cas du benzène, il doit être réduit à une concentration minimale dans les produits pour pouvoir porter l'écolabel européen. Autre polluant que l'on peut retrouver chez soi, et je vais même dire que c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent, c'est le limonène. Alors le limonène, ben, comme son nom l'indique, c'est un produit qui donne l'odeur citron à tous vos produits d'entretien et qui donne également un aspect de propreté. Et donc, c'est un additif qu'on retrouve assez souvent dans tous les produits d'entretien, mais également dans l'alimentation, dans les cires, dans les cosmétiques, dans les parfums d'ambiance, dans les bricolages et dans les meubles en pin. Ça, c'est plutôt le pinène, qui est un autre composé de la même famille
Et donc, cette substance-là n'est pas, on va dire, dangereuse actuellement pour la santé. En tout cas, les études ne sortent pas encore de valeurs limites, sauf dans les pays nordiques. Mais il semble que ce soit quand même un irritant pour les yeux, le nez et les muqueuses. Et donc, il faut faire attention à ne pas abuser des produits d'entretien chez soi. À nouveau, ce que l'on va demander, c'est de pouvoir aérer et pendant et après le nettoyage. C'est comme quand on bricole. Dès qu'on utilise des produits, en fait, il faut aérer, il n'y a rien à faire. Il faut renouveler l'air de la pièce et diluer cette substance dans l'air, avec de l'air, un apport d'air extérieur. Ne pas abuser non plus de parfums d'ambiance. Il vaut mieux aérer plutôt que rajouter des produits chez soi. Ça ne sert à rien. Maintenant, il ne faut pas tout jeter chez soi non plus. On peut l'utiliser, mais de façon plus sporadique. De même, allumer une bougie parfumée, on peut le faire, mais ne pas en mettre 50 tous les jours chez soi. Autre composé organique volatile que l'on retrouve pas mal dans les habitations, c'est le formaldéhyde. Alors, c'est essentiellement émis par les meubles en bois aggloméré. Donc, c'est tout ce qui est le bois aggloméré, c'est du contreplaqué, hein. Ce sont toutes des fines particules de bois qui sont collées entre elles. Et donc, c'est cette colle qui contient le formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est du formol, c'est un agent conservateur dans les solvants, les matériaux d'isolation, comme la laine de roche, la laine de verre. On le retrouve dans l'après pour les tissus d'ameublement, par exemple une tenture, pour qu'elle ne se froisse pas. Elle est traitée à l'usine déjà avec du formaldéhyde. Elle aura moins tendance à être chiffonnée quand elle est, on va dire, quand la tenture est ouverte. Dans les parfums cosmétiques, on peut retrouver également du formaldéhyde et à nouveau dans la fumée de tabac. C'est un cancérigène aussi, mais un irritant des yeux et de la gorge. Il provoque de la toux et des maux de tête. Vous avez ici un nouveau meuble qui avait été construit et donc tout ce meuble ici, vous voyez notre appareil de mesure qui est dans un tiroir, contient pas mal de formaldéhyde. Autre exemple, c'est un lit d'enfant avec un tiroir ici en dessous. Dans le tiroir, on mesure pas mal de formaldéhyde, ce qui veut dire que pendant la nuit, bien l'enfant se retrouve quand même à dormir au-dessus d'une source de formaldéhyde, ce qui n'est pas l'idéal. Donc dans ce cas-là, on conseille d'ouvrir le tiroir pendant la journée quand on aère la chambre ou d'ouvrir ici toutes les parties du meuble également parce que le formaldéhyde va surtout être émis par tous les endroits où vous avez encore le contreplaqué qui est à nu. C'est notamment le cas dans les étagères que vous pouvez acheter et où vous pouvez régler en hauteur la planche de l'étagère et donc vous avez des trous qui sont préfaits dans les plaques. C'est par ces trous-là que va se dégager le formaldéhyde. Donc il faut essayer d'aérer au maximum quand le meuble est neuf l'intérieur du meuble pour que tout le formaldéhyde puisse s'en aller au plus vite. Voilà, il y a moyen de choisir des produits sans formaldéhyde, mais il faut se renseigner auprès des fabricants. Aérer, bien sûr, est important et ne pas avoir une température et une humidité trop élevées qui vont favoriser le dégagement de formaldéhyde. Et alors, les bois agglomérés, ils peuvent, suivant les normes allemandes, contenir peu de formaldéhyde s'ils ont une norme E1. Donc, la norme E1, c'est la plus faible en formaldéhyde, mais ça, c'est dans la classification allemande, donc ce n'est pas applicable à la Belgique. Mais si votre meuble est d'origine allemande, normalement, il doit avoir ce label-là. Autre polluant chimique, le monoxyde de carbone. Alors, on sait que chaque année, il cause encore des décès, surtout quand on va rallumer les chauffages. C'est à ce moment-là que les problèmes de réglage peuvent survenir et qu'il y a le plus de risques d'accident. Mais donc, il provoque des nausées, des vertiges, des maux de tête. Et puis, on est dans un état de faiblesse de plus en plus important. On peut arriver jusqu'à tomber dans le coma sur place et provoquer un arrêt respiratoire. Donc, il faut agir très vite quand quelqu'un fait un malaise comme ça et qu'il y a une source de monoxyde de carbone dans la pièce, ouvrir directement les fenêtres. Et se protéger soi-même hein, pour ne pas être intoxiqué si vous venez sauver la personne qui s'est évanouie. Alors, à titre d'exemple ici, un chauffe-eau, vous voyez que l'évacuation du chauffe-eau, elle est très courbée et elle redescend. Ça, c'est très dangereux parce que vos gaz brûlés ne vont pas pouvoir s'évacuer correctement et il risque d'y avoir un retour et une contamination. Je vois qu'il y a... Est-ce que je dois répondre à des questions? Parce qu'en fait, je ne les vois pas arriver. On vous Vous posera les pouvez... questions à la fin de la présentation. Ok, parce que je vois Oui, des petites mains jusque-là, qui ça- arrivent. C'est possible? Ok, ça va.
Vous m'interrompez hein, Là, si les jamais il questions faut. seront bien à la fin. Ok, parfait, je continue. Et donc, ici, vous voyez également qu'il y a un trou dans le mur et ce trou pourrait être en connexion avec l'évacuation des gaz brûlés. On a déjà eu le cas, en tout cas dans une autre visite, ce qui fait que tous les gaz brûlés émanant du chauffe-eau revenaient dans la pièce. Donc, le monsieur se plaignait quand il prenait un bain d'avoir des maux de tête, ce qui était tout à fait explicable évidemment et très très dangereux. Ici, vous avez un chauffe-eau qui est toujours en utilisation, mais il n'a même plus la coque de protection, il n'est pas du tout entretenu. C'est vraiment un danger mortel, hein. Donc, à ne pas utiliser, il faut vraiment les faire vérifier. Et mort sur sa chic, préférez ne pas avoir d'eau chaude pendant quelques jours, mais ne pas l'utiliser dans la pièce. Ici, ce sont des chauffe-eau sans évacuation extérieure. Alors, ils sont permis pour des petits chauffe-eau de 5 litres, donc ils vont alimenter 5 litres d'eau. Par contre, chauffe-eau de 5 litres, c'est vraiment des petits chauffe-eau d'appoint pour un petit évier, mais pas pour une salle de bain. Ici, ce chauffe-eau-ci alimentait la baignoire et l'évier de la salle de bain. C'était une famille de plusieurs personnes et donc il fonctionnait beaucoup trop dans la salle de bain, ce qui était également un grand risque, un grand danger au moment d'entrer dans la salle de bain. Alors ici, c'est l'arrière d'un convecteur au gaz qui a une évacuation qui malheureusement croisait toute une série de tuyaux. Et donc pour le faire entrer dans le trou, on n'a rien trouvé de mieux que de défoncer, si vous voulez, le tuyau, de le déformer pour pouvoir le pousser dedans. Et donc à nouveau, vous avez un étranglement ici au niveau de l'évacuation des gaz brûlés, ce qui peut être très dangereux. Donc, conseil important, c'est d'entretenir régulièrement son appareil de production d'eau chaude ou de chauffage, d'avoir une installation qui est conforme et de ne pas utiliser trop fréquemment les petits chauffe-eau de 5 litres. Le plomb, on peut le retrouver encore dans l'eau et dans les peintures, comme je vous disais précédemment. Alors, il provoque pas mal de symptômes, le plomb, mais il s'accumule dans le sang. Et donc, à partir d'un moment, quand on a trop de plomb dans le sang, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là la maladie du saturnisme, quand on a plus de 100 microgrammes de plomb par litre de sang. À ce moment-là, vous avez des troubles de plus en plus importants. Donc, ça commence par des nausées, des vomissements, des maux de tête, etc. Et puis, ça peut provoquer des troubles digestifs, neurologiques et de l'anémie. Ça se marque beaucoup plus chez les enfants. Et de plus, les enfants ont un comportement où ils mettent tout en bouche les premières années de leur vie. Et donc, pour peu qu'ils mettent des choses qui sont contaminées au plomb en bouche, évidemment, c'est une voie d'intoxication beaucoup plus importante. On en retrouve pas mal dans les vieilles peintures qui datent d'avant les années 70. Il y a des enfants qui ont ce qu'on appelle un comportement pica, c'est-à-dire qu'ils mettent en bouche et cette peinture sur les murs, malheureusement, elle a un goût sucré. Et donc, les enfants, ils prennent goût, ils continuent à gratter le mur et à s'intoxiquer par eux-mêmes parce qu'ils trouvent ça très bon. Donc voilà, à titre d'exemple, ici, une porte qui contient du plomb. On en retrouve encore sur les vieilles rampes d'escalier. Évidemment, sur la main courante, hein, on a l'habitude enfin, c'est à ça qu'elle sert, vous allez me dire, de mettre la main sur la rampe. Et donc, à ce moment-là, bien, vous arrivez à user la peinture qui est en surcouche pour arriver en sous-couche. Et c'est en général les peintures de sous-couche qui contiennent le plomb, puisque ce sont les vieilles peintures. Et comme elles sont mises à nu, eh bien, il peut y avoir des petites particules qui se défont et qui sont ingérées par la mise en main de la mise en bouche de la main. On peut en retrouver également sur des assiettes, notamment ici, ou même dans des casseroles ou des verres, en tout cas dans de la vaisselle qui a été peinte. C'était le cas ici. Et donc, avec l'acidité de l'aliment, ben, il pourrait y avoir des particules de plomb qui se retrouvent dans l'aliment et qui sont ingérées, notamment aussi dans des théières qui avaient des soudures en plomb. Donc, on a retrouvé des théières avec vraiment au niveau du bec verseur une soudure qui était en plomb et donc qui contaminait le thé que l'on y mettait à infuser. Ici, une vieille canalisation pour reconnaître si vous avez encore des canalisations d'eau en plomb. En fait, le plomb est assez malléable et donc le tuyau, vous pouvez enfoncer l'ongle, il va se marquer. Donc ça, c'est un petit test à pouvoir faire chez vous si vous avez une suspicion, canalisation d'eau en plomb. Sur tout ce qui est partie communale, oui, ça a dû être changé pour 2013. Par contre, sur les parties privées, c'est à charge du propriétaire et il se pourrait qu'il y ait encore quelques mètres cachés de canalisation d'eau en plomb. Si on a des doutes, il vaut mieux faire couler l'eau le matin pour ne pas utiliser cette eau contaminée. Attendez, parce que je crois que j'ai perdu l'écran. Mais zut alors.
ça va? Vous ne voyez plus la présentation? Si. Ah ben moi plus. Ah, d'accord, Oh là, s'arrêter, comment ça se fait ça? ressortez, arrêtez le partage alors et relancez-la. OK. Alors, il est 13h41, je ne sais pas combien de slides est-ce que vous avez encore? Ah oui, je vais regarder parce que je me perds ici. Attendez, où est-ce qu'on en était? On était là. Je vais accélérer. Ah Je OK, vais vraiment accélérer. voilà, comme ça on a assez de temps pour les Oui, questions-réponses. tout à fait. OK, Donc, voilà, les précautions, si on a, des doutes, c'est de bien enlever les poussières si vous devez poncer des matériaux contenant du plomb ou de faire couler l'eau avant de l'utiliser pour la consommation. Les particules fines, juste un mot pour vous dire qu'on en parle beaucoup en air extérieur avec le diesel, mais il y en a également en air intérieur qui ont des sources un peu différentes, mais qui peuvent être problématiques. Malheureusement, dans la littérature, on ne trouve pas encore grand-chose, mais il faut être vraiment attentif à ça. Alors, je quitte maintenant les polluants chimiques pour attaquer les polluants biologiques. Alors, c'est évidemment pour ça qu'on est le plus souvent appelé parce que ça se voit. C'est pas comme la chimie, parce que les polluants chimiques, en général, ils sentent même pas. Donc, on ne s'en aperçoit pas. Ici, au niveau problème de santé, quand on est exposé à des moisissures, on a souvent des problèmes respiratoires, de la toux, des rhinites, de l'asthme, des bronchites. Ça peut aussi être au niveau de la peau avec des dermatites, des nausées, des maux de tête. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on produisait pas mal d'eau, jusqu'à 10 à 12 litres sous forme de vapeur d'eau. Elle doit aller quelque part et donc elle va aller en général sur des supports qui vont faire que ça va moisir à un moment. Alors, quelles sont les sources? Vous pouvez avoir des problèmes d'infiltration. Vous voyez ici, c'est une infiltration sur tout le mur, mais au niveau du plafond, tout est déjà moisi. Des problèmes de condensation, le linge ici qui est mis à sécher dans un hall et donc toute cette humidité monte et vous voyez que le plafond commence à être complètement moisi. Les problèmes de pont thermique, ça c'est plutôt un problème inhérent au bâtiment où il y a un problème au niveau de l'enveloppe du bâtiment qui fait qu'il y a des parois froides. Sur ces parois froides, on va avoir de la condensation et des moisissures, ou alors de l'humidité ascensionnelle. Donc ça vient plutôt du sol, d'une cave humide ou d'un problème au niveau d'une canalisation qui se trouve au niveau du sol. Et donc les moisissures, elles vont surtout se développer, vous voyez ici à l'arrière du mur, quand ça ne respire pas, quand il n'y a pas assez d'air qui passe. Et donc un meuble collé à un mur humide, inévitablement l'arrière du meuble se moisit. On peut également avoir des moisissures cachées. C'est le cas notamment du cadre ici qui a été enlevé. Vous voyez ici à l'arrière que tout est complètement moisi. Ça ne se voyait pas à l'œil nu comme ça sans enlever le cadre. Mais quand le mur est humide, eh bien à nouveau, ça ne respire pas et ça moisit. On peut avoir d'autres sources de contamination, comme par exemple ici le fait d'avoir des plantes. Eh bien, dans le terreau de la plante, on peut avoir des développements de moisissures quand c'est trop humide. Attention à ne pas confondre non plus avec du calcaire. Hein. Quand on a des surfaces blanches comme ça peut être aussi le calcaire de l'eau qui ressort du terreau, mais ça peut être une source de moisissure. Les vêtements, les cuirs aussi, les moisissures aiment beaucoup se développer sur les cuirs. Autre source, les matelas. Ça vaut la peine de soulever son matelas de temps en temps. Il faut d'ailleurs essayer de le retourner à chaque changement de saison. Mais vous voyez vraiment les moisissures qui se sont développées au niveau des lattes fixes parce que là, ça ne respirait pas et ça ne séchait pas. Et la nuit, on produit pas mal d'humidité. Ici, ce sont des lits d'enfants avec des planches percées. C'est pas très bon parce que, à nouveau, le matelas ne respire pas. Et vous voyez déjà la planche qui est complètement moisie. Laisser traîner une poubelle, à force, il y a des moisissures qui vont se développer à l'intérieur de la poubelle et se retrouver dans l'air de la cuisine. C'est assez fréquent. Ou laisser traîner des fruits. Vous voyez ici un citron qui est resté plusieurs jours et qui a commencé à moisir. Il est recouvert de moisissures vertes. C'est du pénicillium. C'est une moisissure qui est très allergisante. Pour peu qu'on y est sensible, ça peut vous donner pas mal de problèmes de santé. Alors, je vous ai mis ici, mais comme vous aurez la présentation, ça vaut la peine de relire les conseils pour éliminer les moisissures. Le plus facile, c'est d'utiliser du détergent, de frotter, ou en tout cas d'imbiber la première fois, mais pas de frotter brusquement avec une brosse pour pas mettre les spores de moisissure en suspension dans l'air. Ne pas faire ça par les personnes malades. Si vous le faites à l'eau de javel, ce qui est conseillé de faire pour la première fois, parce que ça c'est plus un traitement de choc, on va dire, là bien aéré, hein, parce que l'eau de javel n'est pas bon pour la santé. Il faut le diluer
5 fois, c'est-à-dire un volume d'eau de Javel pour 4 volumes d'eau. Donc, on a un total de 5 volumes. Donc, bien faire attention, mettre des gants, un masque et répéter l'opération 2-3 fois, éventuellement remettre une couche de peinture pour encapsuler les moisissures qui persisteraient après nettoyage. Dans les matelas, on peut également retrouver des acariens. Tous les matelas ne sont pas contaminés. On voit que dans 62% des cas, il n'y a pas d'allergènes d'acariens, mais dans près de 40% des cas, on a quand même des allergènes d'acariens qui, pour les catégories 2 et 3, c'est-à-dire dans 26% des cas ici, peuvent être susceptibles de déclencher des réactions allergiques. Les moisissures, on les retrouve également, les acariens, on les retrouve également sur les moisissures parce qu'elles se nourrissent des moisissures. Donc, quelqu'un qui est allergique et qui a des moisissures chez lui doit quand même faire attention et nettoyer ses moisissures. À nouveau, les conseils qu'on va donner, si c'est un mur moisi, ce sont les mêmes conseils que précédemment. Si c'est un matelas qui contient des acariens, il faut mettre une housse anti-acarien. C'est une housse globale, c'est pas une demi-housse, c'est une housse qui englobe tout le matelas. Et laver les textiles à 60 degrés, c'est vraiment important. Les cafards, là, il faut traiter tout le bâtiment si vous êtes exposé à des cafards, pas juste un appartement parce qu'ils vont véhiculer partout. Ils peuvent être vecteurs d'agents pathogènes et donc provoquer des gastro-entérites, des diarrhées, mais également des allergies. Donc attention, ça peut quand même être dangereux aussi. Au niveau des paramètres physiques, juste 2 mots pour vous dire qu'il y a une campagne de radon qui a lieu au niveau belge pour le moment jusqu'au 31 décembre. Le radon n'est pas concerné par Bruxelles parce que c'est un gaz qui provient du sous-sol, surtout dans le schiste, et donc qui, quand ce sous-sol se dégrade, enfin il y a de l'uranium dedans qui va se dégrader et qui va se transformer en radon. Ce radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Donc c'est vraiment très dangereux si les concentrations sont très élevées. Il y a 2 normes, une pour le niveau des constructions neuves de 400 becquerels par mètre cube et 200 becquerels par mètre cube, pardon, et pour les anciennes constructions, 400 becquerels. Pour vous inscrire, parce qu'il y a quand même des gens, même sur Bruxelles, qui veulent savoir s'il n'y a aucun risque, parce que parfois, mais c'est vraiment exceptionnel, on pourra avoir dans les matériaux de construction, il faut aller s'inscrire sur actionradon.be jusqu'au 31 décembre. Et pour le prix de 15 €, je vous envoie un détecteur et l'analyse est comprise dans le prix. Voilà, et donc si vous regardez la carte, Bruxelles est bien épargnée ici, mais voyez que c'est surtout le sud de la Belgique avec les provinces de Liège, de Luxembourg, un petit peu le Namurois qui sont essentiellement atteints par le problème de radon. Les champs électromagnétiques peuvent être de 2 sortes, soit des hautes fréquences, ils sont émis par les radios, télévisions, babyphones, GSM, etc. Ou les basses fréquences, ça c'est plutôt les lignes aériennes, des transformateurs qui seraient hébergés dans le bâtiment, des conduites sous terre, les installations électriques, radio-réveil. Ils ont des effets sur la santé, mais qui peuvent être réversibles, fort heureusement. Ça peut être des acouphènes, des modifications de l'humeur, de la dépression, des troubles du sommeil, fatigue, et parfois rien qu'en changeant un appareil de place chez soi, on arrive à remédier à ce problème et à retrouver une vie plus saine. Notre service est un service gratuit. Il ne permet pas l'obtention de logement social ni de rompre un bail. Il ne peut pas être utilisé à des fins juridiques. Il est vraiment là pour aider le médecin à trouver une solution aux problèmes de santé. On n'entre pas dans entre locataire et propriétaire, on ne prend pas contact avec le propriétaire non plus puisqu'on est tenu au secret médical et que l'intervention se base justement sur une demande médicale avec des symptômes. Mais si on peut bien sûr aiguiller les gens par après lors des remédiations, on n'hésite pas à le faire, notamment par rapport à un service d'hygiène, par rapport aux inspecteurs du code du logement qui sont là pour appliquer certaines règles et donc si un propriétaire ne respecte pas certaines normes, il peut avoir une astreinte financière pour remettre en ordre justement ce logement. Donc, ça vaut la peine parfois de faire appel à eux, même si en général les gens ont peur parce que si le logement est vraiment dans un trop mauvais état, on risque de fermer le logement et là ils doivent être à nouveau hébergés. Le CPAS peut être également d'une aide précieuse, le syndicat des propriétaires ou des locataires, le réseau éco-consommation par rapport à certaines informations sur certains types de produits, les associations pour le relogement et HomeGrade, et ça, de toute façon, ça vous a été présenté.
Je vous disais qu'après 1 an, on envoie un questionnaire d'évaluation aux médecins et aux patients et on peut dire que, généralement, on a un taux de réponse, qui est de l'ordre de 30, donc c'est pas énorme, mais dans ces 30, on voit qu'on a déjà une majorité de gens qui se sentent mieux, voire nettement mieux, après avoir mis en œuvre les quelques conseils qu'on peut leur donner et donc c'est toujours encourageant. Il y a pas mal de gens qui ne vont pas mieux parce que la situation est malheureusement restée bloquée. Soit ils estiment que c'est le propriétaire qui doit faire des travaux et au détriment de leur santé, ils restent dans des situations désastreuses avec un impact assez important sur la santé, mais un impact financier aussi, puisque tous les médicaments et les traitements coûtent cher. Donc attention, il faut essayer quand même de bien entretenir son logement, c'est vraiment très précieux pour préserver sa santé. Voilà, donc je voudrais juste terminer en vous disant que la pollution intérieure, ben, chacun peut y être exposé un beau jour de sa vie, que ce soit dans un vieux bâtiment ou un nouveau, et que ce soit à tout âge. N'importe qui dans la famille peut un jour développer certains symptômes. Les polluants peuvent être multiples et donc il peut y avoir des synergies entre ces polluants qui font que ça accroît certains symptômes. En général, la pollution intérieure résulte d'une conséquence de l'état du bâtiment, mais on va dire que dans 90% des cas, le comportement des occupants a également un rôle important. Voilà, je vais terminer le partage. Je vais redonner la main mise ici. Parfait. Merci beaucoup pour Voilà. ce très bel exposé. Alors, nous allons passer aux questions. Je vois qu'il y a 13 questions. Alors, nous allons commencer par répondre à une question qui a été posée dans le chat. J'espère que Yoris y a accès aussi. Donc, c'est une question de Marc Gigax qui demande. Donc voilà, il voudrait acheter un appareil pour mesurer le COV. Il demande si cet appareil-là existe et quelle marque choisir. Alors, de toute façon, nous, on ne peut pas conseiller des marques, mais ce que l'on sait, sans les avoir testées, mais de par des conférences auxquelles j'ai assisté, c'est qu'il faut faire très attention. Personne ne va pouvoir remplacer avec un petit appareil toutes des séries de mesures qui vont pouvoir mettre en évidence un problème. Donc, ces appareils low cost, ce qu'ils font, c'est essentiellement mesurer le CO2 et vous parler éventuellement de COV totaux. Alors, les COV totaux vont être calqués, on va dire, sur la concentration en CO2. Et plus cette concentration en CO2 augmente, ça veut dire que moins il y a de renouvellement d'air dans la pièce et donc plus il y a un risque que les COV augmentent, ce qui paraît tout à fait logique. Donc, attention, ça peut être un bon indicateur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en acheter, loin de là. C'est un bon indicateur, mais ça ne vous dira jamais à quoi vous êtes exposé dans votre logement. Donc, c'est, on va dire, un appareil de première ligne, mais il faudra après le coupler à d'autres analyses s'il y a vraiment des concentrations élevées pour savoir ce qui pose problème. Ok. Bon, je vois que les questions arrivent. Je ne sais pas si on pourrait y répondre dans le délai. Alors, question de Frédéric Dorier. Donc, c'est la première question dans les questions-réponses pour Yoris. Donc, il dit: je vis dans le centre de Bruxelles et je souhaite placer une ventilation double flux pour notamment me débarrasser des gaz d'échappement provenant de la circulation automobile et des fumées de cigarettes. Quel filtre pensez-vous pouvoir convenir? Alors là, je ne suis pas du tout spécialiste dans les types de filtres qu'il faut mettre, mais je pense que le Centre scientifique et technique de la construction pourrait aider monsieur par rapport à ça. Ok, mais sinon, j'invite aussi ce monsieur à nous envoyer la question par mail, parce que nous avons rédigé la brochure ventilation. Donc, je pense que certains de nos conseillers pourront répondre à votre question. Donc, envoyez votre question à info@homegrid.brussels. Alors, deuxième question de Pascal de Coq qui dit: bonjour, un feu ouvert dégage-t-il des émanations de benzine? Alors, par rapport au feu ouvert, on va plutôt être préoccupé par les composés aromatiques polycycliques.
qui sont ce qu'on appelle les HAP, dont certains peuvent être assez toxiques, voire cancérigènes. Donc, un mauvais réglage de son feu, de son tirage de cheminée peut effectivement engendrer des problèmes dans la pièce. Il y a également la question des particules fines aussi et du black carbone qui se pose par rapport au feu ouvert. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut supprimer pour autant le feu ouvert, mais s'assurer qu'en tout cas, il est bien entretenu et que le tirage soit efficace. Ok. Donc, troisième question de la liste questions-réponses de Ulrich Storos qui demande si les huiles essentielles sont, par exemple, utiles contre les moustiques pendant la nuit. Est-ce que c'est déconseillé? Donc, les huiles essentielles. Alors, mais c'est comme tout produit en fait. Les huiles essentielles, par définition, ne sont pas exemptes de risques pour la santé. Tout ce qui est, on va dire, naturel n'est pas spécialement bon pour la santé non plus. Le benzène est une substance naturelle à la base. Donc, c'est comme je dirais tout à l'heure, on peut l'utiliser, mais pas abuser. Il faut faire attention. Voilà, les huiles essentielles ne sont pas à proscrire. Elles peuvent être bien utiles dans certains cas, mais maintenant, si vous voulez l'utiliser contre les moustiques, essayez de l'utiliser avant d'occuper la chambre, c'est-à-dire 1 heure avant, on met des huiles essentielles et puis on enlève la source, on enlève l'huile essentielle de la chambre au moment d'aller dormir. Ça aura eu le temps d'agir, mais voilà, ça, au moins on ne respire pas toute la nuit avec des substances. Ah, on ne vous entend plus très bien. Non, Non, un peu je loin. suis toujours là. Ok, parfait. Vous vérifiez loin. Ok, très bien. Alors, quatrième question de la liste de Anne Derboven qui demande, qui fait référence à votre présentation. Donc, elle dit, quand vous parlez de taux d'humidité élevé, quel est ce taux et quel est le taux normal? Alors, on conseille de rester entre 40 et 60% d'humidité en général, Mhm. voire 70% dans les pièces d'eau, mais de ne pas le dépasser. Ok. Alors, question suivante de Ulrich Storos toujours. Alors, est-ce que les plantes dites nettoyantes peuvent aider à améliorer l'air intérieur ou est-ce que c'est juste de la publicité des vendeurs de plantes? Alors, c'est une problématique pour laquelle on a déjà pas mal discuté lors de colloques parce que actuellement, les informations que l'on reçoit, il y a eu 2 études, une étude de la NASA il y a des années de ça et une autre étude française qui montre effectivement que certaines plantes ont un impact sur la présence de certains polluants, mais chaque plante est spécifique à un polluant et notamment le benzène. Je sais que le formaldéhyde, ça fonctionnait et il y avait une autre. Je ne sais plus quelle autre molécule, mais on ne sait jamais combien faut-il mettre de plantes par mètre cube, ni il faut évidemment calculer le taux de renouvellement d'air pour que ce soit efficace. Et donc, c'est très difficile de pouvoir conseiller quelqu'un de dépolluer une pièce par rapport à une exposition au formaldéhyde, par exemple, en lui disant mettez tel type de plante, je ne sais même pas vous dire combien il faudrait en mettre pour que ce soit efficace. Et je pense que maintenant, si la personne se sent mieux et peut vivre plus sereinement en ayant des plantes dépolluantes chez elle, mais qu'elle le fasse. Attention aussi à ne pas mettre trop de plantes parce que voilà, on va retomber dans la problématique de l'humidité, du terreau, etc. Mais pourquoi pas si on peut aider à avoir un sentiment de mieux-être chez soi. Ok. Alors, je pense qu'on va encore prendre peut-être 2 questions avant de clôturer. Alors, la question de Nicole Corroy qui demande, alors, en plus d'ouvrir les fenêtres pour aérer, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer l'air? Est-ce que les humidificateurs d'air sont intéressants? Alors, ben, tout dépend du type de bâtiment. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Aérer, de toute façon, c'est le premier conseil qu'on va donner à tout le monde. Et un conseil qui convient aussi bien pour la présence de polluants physiques que chimiques que biologiques. Donc, c'est vraiment le conseil le plus important. Maintenant, avoir un humidificateur ou un déshumidificateur, ça dépend évidemment du type d'habitation et de la proportion d'humidité qu'on a en général dans les pièces. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Maintenant, il y a des purificateurs d'air qui, eux, peuvent être utiles, par exemple, par rapport à la fumée de tabac. On a eu 2 cas de personnes qui l'ont mis et qui ont trouvé qu'il y avait une amélioration. Maintenant, c'est un purificateur par pièce et c'est assez onéreux aussi. Donc, si on ne sait pas s'en sortir en aérant la pièce, pourquoi pas, mais il faut vraiment essayer d'abord avec l'aération. C'est ce qui coûtera le moins cher. Ok, nous allons prendre une dernière question donc de Joke Bergmans.
Alors, qui demande? Attendez, la question est partie. Alors, faites-vous également des recherches sur les rayonnements, savoir Wi-Fi, micro-ondes, etc. Allô, allô? Oui, oui, moi je vous Ah, entends. ok. Donc, ça, c'était la question. Donc, si Ah vous oui, faites mais je vois également des recherches de rayonnement, sur les oui, rayonnements. je vois que ma connexion a des petites faiblesses. Donc, je disais qu'on ne fait pas de recherche, on n'est pas un laboratoire de recherche. Par contre, on peut faire des mesures chez les gens d'ondes électromagnétiques, mais on n'est pas spécialiste et nous, évidemment, on ne va s'intéresser qu'au logement même. Maintenant, si c'est une source par rapport à une antenne GSM ou une autre source extérieure au logement, là, il vaut mieux faire appel au service autorisation de Bruxelles Environnement pour voir si tous les permis sont en règle par rapport à l'exploitation de certaines antennes ou par rapport aux portées de certains transformateurs, etc. Ah, ok. Alors, il reste une dizaine de questions. On ne va pas pouvoir y répondre, malheureusement. Alors, est-ce qu'on pourrait référer ces personnes à d'autres services, justement, pour trouver réponse à leurs questions, donc en rapport avec la pollution intérieure? Et moi, je ne peux pas y répondre dans le chat. Si vous voulez, je continue et je Si, vous réponds. pouvez y répondre. Attendez, hein, Vous je avez regarde. accès, c'est sur les questions-réponses, hein. Question-réponse. Oui, je Donc, peux sur la répondre. barre du dessous, à côté de participants, vous voyez? Oui, oui, je suis dedans. Je regarde ce qu'on n'a pas encore répondu. Vous avez été dans l'ordre? Et j'étais dans l'ordre, oui. Ok, ça va. Mais on va juste prendre encore peut-être quelques minutes, parce que là, il faudra clôturer. Pour y répondre. Je ne sais pas si vous avez peut-être une adresse email à Oui, communiquer à ces gens. Oui, vous pouvez envoyer sur CRIPI, donc CRIPI, @environnement.brussels. ok, voilà. Donc, à toutes les personnes qui n'ont pas reçu de réponse à leurs questions, envoyez vos questions à cette adresse-là. Donc, ça va. Donc, merci beaucoup, Madame Blatt, hein, pour cet exposé. Je Alors, vous en prie. voilà, donc une dernière chose pour les personnes encore là. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, aux prochaines conférences. Donc, demain étant un jour férié, il n'y aura pas de conférence. Donc, on se retrouve jeudi pour accueillir Monsieur Devroy, donc, qui est artisan et spécialiste en acoustique, qui nous parlera de la problématique de l'isolation acoustique des planchers en bois. Donc voilà, n'hésitez pas donc pas à vous inscrire pour les prochaines conférences. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt. Merci beaucoup, Madame Blatt. Avec À plaisir. très, très Bon bientôt. après-midi. Bon après-midi à tous, hein. Au revoir. Oui.